Chers auditeurs et auditrices sur Alliance 92, bonjour à vous en ce dimanche d'embarras. Oui, c'est une émission spéciale par rapport donc au résultat officiel qui a été sorti mercredi dernier par la Haute Cour constitutionnelle. Un résultat qui laisse quand même pensif certains ou qui donne quand même réflexion à d'autres. Mais voilà, le résultat est sorti et on va un peu décortiquer de ce qui s'est passé l'avant, le durant et l'après donc de ce premier tour, puisque voilà, on va passer au second tour et on reçoit ici notre juriste et qui va nous parler de ce process donc, qui n'est autre que Saoundra Benarif. Bonjour à vous en ce dimanche. Bonjour à tous. Voilà, le résultat est sorti, pas trop loin du résultat provisoire et d'ailleurs tout le monde s'y attendait. C'était le mot d'ailleurs qui était utilisé, c'était aucune surprise, aucun suspense. Vous êtes d'accord ? Moi, jusqu'à la dernière minute, je m'attendais quand même à une surprise, mais il n'y en a pas. Donc la surprise, c'est qu'il n'y en avait pas. Et que, comme vous l'avez dit, le score était essentiellement le même que celui sorti par la CENI. Si on revient tout à fait au début, la communication a été quand même très pondérée et accélérée. Après, au niveau de la CENI, c'était l'avant et surtout le durant pour expliquer ou sinon justifier ou supplier d'autres informations. Le jour des élections, on a constaté donc des anomalies signifiées de part et d'autre comme des observateurs nationaux comme internationaux et même au niveau des candidats ou même du simple citoyen, aussi des électeurs plus précisément. Puis il y a eu l'attente et le résultat provisoire était sorti. Et là encore, on a repris les constats en disant non, ce n'est pas bon, il y a quelque chose qui n'allait pas. Et résultat officiel, on revient sur les mêmes arguments, logiciels, manque de communication, carte d'électeur, les mêmes arguments. Exactement. Donc c'est ça un peu la déception de ces élections, c'est qu'on n'a pas profité des acquis de 2013 pour améliorer le système, pour faire mieux encore. Et justement, la population, elle, a vu en 2013 la publication en ligne, presque en temps réel, des résultats, qui n'a pas eu lieu cette fois-ci, qui a eu lieu à compte-gouttes et seulement au niveau national. Et c'est le genre de choses, en fait, qui nourrit l'incertitude, qui crée, nourrit les rumeurs surtout, et qui ne rassure pas. Et donc, j'espère que cette fois-ci, la CENI apprendra que, une fois habituée à un nouveau système, la population, elle, s'attend à ce que ce soit la même chose et même améliorée. L'autre grande déception, comme vous venez d'évoquer, c'était la distribution des cartes d'électeurs. C'était du déjà vu en 2013. Pourquoi est-ce qu'encore une répétition de ce cas en 2018, alors que le code électoral est très ferme sur la présentation de la carte d'électeur le jour du scrutin. Donc, on espère entre le premier et le deuxième tour que la CENI saura rectifier le tir, mais ce que j'espère surtout, c'est que le nouveau régime, parce que, maintenant c'est que ce ne sera plus Irazon Armapian, il y aura donc un nouveau régime, qu'on passe immédiatement, que ce soit dès la prise de fonction, cette question d'état civil et de liste électorale pour que les élections de 2023 soient vraiment dans les normes. Vous avez signifié 2013 aux élections, il y a eu quand même presque le même nombre de candidats. Et pourtant, il y a eu, en ce temps-là, en 2013, des candidats qui se sont quand même retrouvés avec un pourcentage significatif. Mais là, avec le même nombre, le résultat a été quand même attendu ou... Oui, donc j'étais parmi ceux qui, par erreur, pensaient que ce serait la même situation en 2018 qu'en 2013, alors que effectivement, en 2013, il n'y avait aucun grand candidat vraiment très connu, disons. Et c'était open, c'était ouvert. Il y avait une liberté de choix et les électeurs ont choisi de manière un peu plus équitable parmi tous les candidats, parce que pour rappel, le
premier, Jean-Louis Robinson, n'avait eu que 21% des voix et le deuxième, Iradon Armapian, n'avait eu que 15,93% des voix. Et il y avait d'autres avec 10, 9, 7, 5, 4 et donc c'était vraiment comme une bataille ouverte, n'importe qui aurait pu gagner. En 2018, par contre, on s'est focalisé dès le premier tour sur les 3 grands et le choix du peuple était premièrement de ne plus réélire Iradon Armapian et deuxièmement de passer à un second tour, une finale, on pourra dire, entre les 2 grands prétendants et on verra ce qui se passera. Et en finir avec le problème des 2 protagonistes, plus ou moins, c'était ça aussi, non ? C'est ça, peut-être, on espère que ça va clore, ce sera une belle parenthèse 10 ans après de la crise de 2009. J'espère que ça se fera effectivement, c'est maintenant, enfin, le peuple peut vraiment se prononcer, il n'a pas pu se prononcer en 2009, pour rappel, on ne lui a pas demandé, ils auraient dû faire un référendum par exemple, mais ils ne l'ont pas fait, et que ce soit à Marc Ravalman ou André Azuel en 2009, mais cette fois-ci, donc, le peuple pourra se prononcer. Mais si je puis quand même vous rappeler, il y a quelques points importants. Le premier, c'est que peut-être Iradon Armapian est terminé, il est out. Par contre, le HVM n'est pas encore terminé. Oui. Riv Rakutvo reviendra au Sénat. Il sera toujours le deuxième dans la succession et il sera président d'une institution, le Sénat, qui est la moitié du Parlement. Ensuite, le vainqueur, qui que ce soit, devra composer avec le Parlement. Donc le Sénat, on sait déjà, il est, au moins théoriquement, aujourd'hui, pro-HVM. Le président ne peut pas dissoudre le Sénat et il ne peut pas remplacer le tiers nommé par Iradon Armapian avant 2020, avant les 5 ans de mandat. Donc ces sénateurs sont bien assurés. Assurés. Le Sénat ne change pas. Donc, le vainqueur, il a intérêt à avoir une majorité parlementaire dans l'Assemblée nationale. Le vaincu devrait tout de suite se positionner par rapport à cette Assemblée nationale, parce que s'il contrôle l'Assemblée nationale, il aura le pouvoir de nomination du Premier ministre. Ce n'est pas terminé le 19 décembre, cette histoire. Il y a l'élection législative, après il y aura les communales en août, et après les communales, nous exigeons qu'il y ait les régionales pour que le Sénat de 2020 soit vraiment élu et par les communes et par les régions et pas seulement les communes. Donc, il faut un peu lever le nez et regarder à l'horizon parce qu'il ne s'agit pas seulement de la présidentielle. On aura beau le gagner, mais si on ne contrôle pas l'Assemblée nationale après, ce sera très difficile. Ce sera comme Iradon Armapian en 2014. Et se dire aussi que c'est là que les partis qui se disent donc opposants doivent imposer maintenant des codes au niveau de l'Assemblée par rapport, par exemple, au statut de l'opposition, puisque ça a été toujours le problème et voilà le résultat d'ailleurs. Exactement. Ce n'est pas seulement à nous, le peuple, de choisir qui on aimerait avoir comme président de la République, mais c'est aux partis politiques de se décider aussi s'ils vont être avec qui après l'élection présidentielle, soit dans la majorité, soit dans l'opposition. D'accord. Ça, c'est, il faut voir un peu plus loin, donc, mais de près, si l'on y reste, il y a un second tour, oui, le 19 décembre. Qu'est-ce qu'il faut rectifier? Qu'est-ce qu'il faut réviser pour avoir un résultat, comme on le dit, on l'aime très bien le dire d'ailleurs, accepté par tous, crédible? Donc, si on regarde encore 2013, ce qui s'est passé entre le premier et deuxième tour, c'est qu'il y avait 600 et quelques mille électeurs de moins. Parce qu'ils ont rejeté, donc, les 2 candidats, ils ne voulaient plus participer au deuxième tour. J'espère que pour nous, il y aura des électeurs en plus. Et que premièrement, la CENI va distribuer les cartes d'électeurs qui ne sont pas encore distribuées. Qu'elle améliorera sa communication pour inciter les électeurs à participer. Que tout le monde y mette le paquet en termes de communication, d'incitation des électeurs. On aimerait avoir véritablement un socle solide pour celui qui sera élu. Et pour la CENI, bien évidemment, il faut revoir la copie en termes de saisie des résultats et de la remontée des résultats. Ils ont mis 2 jours après les résultats provisoires de l'élection en ligne, les résultats par région. Mais nous, on veut maintenant
quand les résultats sortent petit à petit en ligne, que ce soit district, région et national en même temps, évidemment de manière plus rapide pour calmer le jeu. C'est clair que les enjeux au second tour seront encore plus importants en termes de transparence, de performance, de rigueur professionnelle de la CENI, et aussi quand même du côté des candidats, de fair play, et que ce soit quand même pas trop virulent, que ce soit passionné, d'accord, mais quand même pas violent, pas trop virulent et pas trop négatif. Si l'on revient un peu sur cette question de communication, peut-on dire quand même que pour cette élection du premier tour, on n'a jamais fait autant de communication, autant de formation, on a dépensé autant de sous, si l'on parle de sensibilisation, même au niveau de la société civile, disons aussi, mais ça aboutit à quoi donc? Un résultat négatif? Est-ce que ça n'a pas été escompté? Je ne suis pas sûre de la communication dont tu parles, parce que c'est clair que les candidats, eux, c'était la communication très moderne, la télévision, la radio, l'Internet et tout ce que vous voulez. Mais la communication de la CENI ou même de la société civile, elle était archaïque. C'est encore les ateliers. C'est pas nous qui allons dans les ateliers. La communication, il y avait strictement rien à la télévision. Il faut faire comme les candidats, acheter des plages de temps à la télévision, à la radio et dans les journaux pour faire la communication de l'organisateur de l'élection. Parce qu'il avait de l'argent, déjà. Oui. Et il fut un temps où, cette fois-ci, on a permis quand même aux candidats d'acheter un quart de page ou une demi-page pour faire un peu sa propagande. Mais dans les autres pays du monde, c'est l'organisateur des élections qui fait ce travail, qui achète les pages qu'il faut. Bon, maintenant, peut-être avec 36 candidats, c'était peut-être pas possible, mais avec les 2 finalistes, c'est possible. Peut-être qu'ils n'en ont pas besoin, alors laissons à la communication de la CENI le spécimen de bulletin, les informations sur le processus du vote, les informations sur le bulletin unique et les 2 signatures au dos et genre de choses comme ça. Il pourrait très bien acheter des plages de temps comme tout le monde dans les communications de masse, parce que nous sommes quand même au XXIe siècle et ce n'est pas les petits ateliers ou conférences que font la société civile, qui est de toute façon pas si nombreuse que ça, qui va faire la différence. Alors il était aussi constaté ou même émis par des électeurs que pour ce second tour, il n'y a que 2 candidats. Pourquoi autant de dépenses pour faire donc des bulletins uniques et encore commandés du côté de l'Afrique du Sud? Et pourquoi pas se contenter juste de 2 petits bulletins et une enveloppe? Est-ce que c'est tenable ou il faut tenir compte de... Bon, premièrement, c'est clair que je pense que le nouveau régime devrait tout de suite se pencher sur la capacité de l'imprimerie nationale à imprimer le bulletin unique. Vraiment, c'est pathétique si on ne peut pas le faire à Madagascar, et peut-être que ça, c'est dans le programme à voir pour le quinquennat à venir. Mais il faut aussi ne pas oublier, la mémoire est courte. Pourquoi nous avons le bulletin unique? La raison que nous avons le bulletin unique, c'est bon. Dans le temps, c'est vrai que les bulletins séparés étaient acheminés par les candidats eux-mêmes. Et même si la CENI se propose de faire venir les 2 bulletins séparés, vous savez, il y a toujours la possibilité que quelque chose se perde en route, etc. Donc c'était un problème d'avant où les bulletins de certains n'arrivaient pas au bureau de vote. Deuxièmement, le fait d'avoir le bulletin séparé donne un moyen à l'électeur pour prouver comment il a voté. Il verse un bulletin dans l'urne et il met l'autre dans sa poche. Il marche 500 mètres et derrière le manguier, il montre à quelqu'un comment il a voté et reçoit la récompense. Il faut absolument que nous gardons le bulletin unique. C'est primordial. Et les gens l'ont utilisé en 2010 pour le référendum, ils l'ont utilisé en 2013, il n'y a aucune raison de ne pas l'utiliser cette fois. Et juste pour rappel, ça a été proposé dans le code électoral qu'il y aurait peut-être un bulletin séparé au second tour, ça a été
déclaré anticonstitutionnel par la Haute Cour constitutionnelle et donc ça a été radié du code électoral. Ce n'est pas possible, ce n'est même pas possible juridiquement d'avoir des bulletins séparés pour ce second tour. Oui, 19 décembre donc, c'est le jour du second scrutin. La campagne, elle débutera le 3 décembre, il me semble. C'est très proche, mais il y a déjà Noël et tout cela aussi avec, préparation de Noël, l'inflation qui est là aussi, l'insécurité. Comment gérer, selon vous, alors, une élection en cette période où les gens se mélangent? Oui, c'est surtout pour le dépouillement et la remontée des résultats qu'on va se perdre dans Noël et Nouvel An et que peut-être l'attention ne sera pas si fixée. Les bailleurs de fonds vont faire les vacances en Europe ou à Maurice ou ailleurs. C'est clair que c'est plutôt dans le processus de remontée des résultats que nous allons nous perdre dans les fêtes de fin d'année. Mais avant le 19 décembre, je pense qu'on sera focalisé sur le second tour. Tout le monde sera fixé là-dessus. Et ce qu'il faudrait, c'est le calme et l'esprit de Noël lors de ce second tour, lors du dépouillement et lors de la proclamation des résultats. Il faut, je fais appel, et tout le monde va faire appel aux deux finalistes, de ne pas intoxiquer la situation et de l'envenimer, mais plutôt d'accepter le résultat. S'ils ont un recours à faire, qu'ils le fassent de manière professionnelle. Si tout le monde a un délégué dans les bureaux de vote avec un procès verbal différent de celui que la CENI ou la HCC utilisent, qu'ils démontrent. La charge de la preuve leur appartient. Ce n'est pas seulement l'ego qui devrait l'emporter, l'opinion de soi-même, l'arrogance, mais c'est vraiment le tac au tac, les vrais résultats qui sortiront des urnes qui comptent. On a parlé de technologie, il y a eu donc le référendum, l'élection de 2013 et puis là cette élection actuelle et le mode de communication utilisé a évolué à chaque période, à chaque quinquennat ou à chaque événement. Et puis voilà, Facebook aussi a eu sa part de régal, autant négatif que positif, mais pratiquement on ne s'attendait pas à cette puissance-là même de ce support, de ce réseau social quand même. Absolument. En 2013, il n'y avait pas vraiment l'Internet. Il n'y avait pas l'aspect réseaux sociaux, Internet qui était dominant cette fois-ci. Moi, je n'arrête pas de le dire. Le téléphone d'aujourd'hui, le smartphone, sera la télévision et la radio de demain. Moi, je n'écoute plus l'émission Ambarao sur ma radio. Je l'écoute sur mon ordinateur. Et c'est ça demain. Et c'est ça que la CENI devrait voir. Alors, imaginons aujourd'hui le téléphone portable. Certains n'ont peut-être pas encore l'Internet dessus, mais dans 5 ans, ils l'auront. Donc en termes de propagande, en termes de communication électorale, etc., le téléphone sera et la radio et la télé et l'Internet, tout en même temps. Les coûts vont continuer à diminuer, l'Internet sera abordable pour tout le monde et ce sera tout à fait différent. Il ne faut pas croire que parce que nous sommes un pays pauvre, que nous ne sommes pas en phase avec ce qui se fait au niveau international. Même jusqu'à la réglementation, même les États-Unis, pays de naissance de Facebook, a vu l'impact de l'Internet, évidemment, sur les élections américaines. Et donc, ils commencent à penser à comment ils vont réguler tout ça, réglementer. Et nous aussi, nous ne sommes pas exclus, nous ne sommes pas exemptés de ça. Il va falloir y réfléchir. C'est-à-dire dans quelques heures, quelques jours, démarrage de la campagne, mais pré-campagne a déjà pris le dessus quand même. Hein. Quand même, il ne faut pas oublier que vous êtes aussi membre maintenant d'un comité, pas n'importe lequel, mais on dit toujours que ça appartient aux hommes, mais c'est faux. Les femmes aussi ont le droit d'y être et elles peuvent apporter donc un challenge pour régler encore aussi des problèmes, mais qui peut apporter aussi une nouvelle vision, un nouveau souffle, puisqu'on fait partie de la CAN maintenant, par le foot. Oui. Oui, il s'agit donc du comité de normalisation désigné par la FIFA. Soyons clairs, c'est l'organe suprême du foot dans le monde qui a désigné donc ce comité de normalisation avec 4 membres. La normalisation, c'est normaliser la situation. Alors les gens, oui, effectivement, se disent pourquoi ces femmes, pourquoi ces gens-là en particulier. Et des magistrats ?
des magistrats, juristes. Mais ma réponse est simple, c'est que ce soit le pays et la Constitution, que ce soit le secteur privé qui est mon gagne-pain de tous les jours, que ce soit la Fédération malgache du football, ça revient à quelles sont les règles, sont-elles appliquées? C'est la gouvernance. Fitatanana, c'est la bonne gouvernance. Donc il s'agit ici de remettre de l'ordre, de faire appliquer les règles, parce qu'il ne s'agit pas seulement des règles de la Fédération malgache, mais de la FIFA et de la CAF, et d'organiser des élections en bonne et due forme. Bon, c'est peut-être un test pour certains d'entre nous, les grandes gueules, de mettre en pratique ce que l'on dit toujours en théorie, mais à la fin de la journée, ce n'est pas une question du foot, c'est une question de gouvernance. Exact. On se retrouve dans quelques jours. Avec grand plaisir. À très bientôt. Au revoir.